Une fortune repose sur un seul mot mal traduit pendant le dessert. Des verres en cristal teintent sous des lumières ambrées. Il masque un piège d'entreprise à plusieurs millions de dollars. Un serveur épuisé, portant un plateau d'assiettes sales, entend la supercherie. Il a deux choix. Continuer son chemin, ou tout risquer pour avertir une inconnue impitoyable. 72 $. Dean sentit le papier du reçu se froisser dans la poche de son tablier. Le papier thermique bon marché était humide de condensation. Une condensation provenant d'une douzaine de carafes d'eau. 72 $, c'était le coût exact de l'inhalateur générique de Maya, sans assurance. C'était aussi, par coïncidence, le prix exact de l'entrée de carpaccio de bœuf Wagyu. Elle reposait en équilibre précaire sur le plateau, au bout de ses doigts gauches. La salle de l'Osteria de Luso sentait fort l'ail rôti et l'huile de truffe blanche. On percevait aussi la faible odeur d'ozone stérile des purificateurs d'air coûteux. C'était un mardi soir. Le bruit ambiant était un faible bourdonnement de richesse. C'était le son des contrats qui se concluaient, des liaisons gérées discrètement, et des fortunes qui changeaient de main autour de plats de pâtes plus chers qu'un plein d'essence. Une douleur sourde irradiait de la voûte plantaire de Dean. Elle remontait dans son mollet et s'installait profondément dans le bas de son dos. Son pantalon d'uniforme en polyester bon marché lui irritait les cuisses. Il était debout depuis 9 heures. Son service devait se terminer à 10 heures, mais le groupe privé de la table 7 avait décidé de s'attarder. La table 7 était occupée par 3 personnes, mais elle possédait la gravité d'un trou noir, déformant tout le service du restaurant autour d'elle. À la tête de la table se trouvait Vivian Hayes. Dean connaissait son nom car le maître d'hôtel avait presque hyperventilé pendant le briefing d'avant-service. C'était la PDG de Hayes Logistics, une femme qui avait hérité d'un empire du fret en faillite, et qui l'avait impitoyablement sortie du rouge. De près, elle ne ressemblait pas à la tyranne que les magazines d'affaires dépeignaient. Elle avait juste l'air incroyablement fatiguée, jusqu'à la moelle. Elle portait un tailleur anthracite, qui lui allait comme une armure. Le tissu absorbait la faible lumière du restaurant. Sa posture était d'une perfection rigide. Mace Dean remarqua le subtil mouvement répétitif de son pouce gauche. Il frottait l'articulation de son index. Il y avait une légère tache d'encre sur sa jointure. Elle buvait son eau pétillante sans glaçons. Elle prenait des gorgées lentes et mesurées, comme si elle rationnait son énergie. En face d'elle se trouvait Valerio Costa. C'était un magnat du transport maritime milanais, un homme bâti comme un réfrigérateur de luxe, large et imposant. Il était moulé dans un costume bleu marine sur mesure, qui tirait légèrement aux épaules. Il sentait fort la bergamote et la fumée de cigares coûteux, une odeur qui flottait dans l'air longtemps après son passage. Entre eux se trouvait le traducteur, Simon. Simon était un homme mince aux cheveux clairsemés. Il portait des lunettes à monture métallique et un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Il portait un costume gris d'une teinte trop claire pour l'atmosphère du soir. Ses mains étaient douces, posées sur un portefeuille en cuir. Il parlait avec la cadence polie et fluide d'un homme qui gagnait sa vie en arrondissant les angles. Dean s'approcha de la table. Ses mouvements étaient exercés et invisibles. C'était la règle d'or de l'Osteria de Luso. Être un fantôme qui sert du vin. Carpaccio de bœuf Wagyu, garni de copeaux de truffes blanches et de capres, murmura Dean. Il fit glisser l'assiette de porcelaine glacée sur la lourde nappe en laine avec un clic doux et étouffé. Vivian ne leva pas les yeux. Son regard était fixé sur Valerio. Elle offrit un sourire crispé et professionnel. « Dites à M. Costa que j'apprécie sa flexibilité sur les routes maritimes. Cependant, les ports de la côte Est ne sont pas négociables. Mon infrastructure là-bas est le cœur de cette fusion. » Simon hocha la tête et se tourna vers Valerio. Il commença à parler dans un italien rapide et fluide. Dean recula, ajustant la lourde carafe d'eau en argent dans sa main. Il versa un peu de San Pellegrino dans le verre de Viviane. Et pendant qu'il le faisait, il écoutait. Dean n'était pas qu'un simple serveur. Il y a 6 ans, avant la bataille pour la garde, avant la faillite, avant que les factures médicales de Maya ne s'accumulent, il avait été marié à une femme de Palerme. Ils avaient vécu en Sicile pendant 4 ans. Il n'avait pas appris l'italien dans une salle de classe. Il l'avait appris dans des cuisines bruyantes et chaotiques, en se disputant avec des entrepreneurs et en marchandant sur les marchés. Il ne connaissait pas seulement l'italien des manuels. Il connaissait l'argot. Il connaissait les dialectes régionaux. Il connaissait les insultes subtiles et cinglantes
que les locuteurs natifs utilisaient quand ils pensaient que les étrangers n'écoutaient pas. L'italien de Simon était impeccable, mais ce qu'il dit à Valerio n'était pas ce que Vivien lui avait demandé de dire. « Elle est désespérée », dit Simon à Valerio en italien. Son ton dégoulinait de condescendance. Elle essaie de s'accrocher au port de la côte Est, mais elle n'a pas le capital. Mettez-lui la pression. Elle va céder. La main de Dean se figea une fraction de seconde. Une seule goutte de condensation tomba de la carafe. Elle atterrit sur la nappe et forma un cercle sombre et humide. Les yeux de Valerio brillèrent. Il se pencha en arrière sur sa chaise, prenant sa fourchette. Il parla la bouche pleine, son accent du Nord épais et agressif. « Bien, qu'elle se vide de son sang. Nous lui donnerons 20% de moins que convenu. Si elle n'accepte pas, nous irons voir les Chinois. » Simon se retourna vers Vivien. Son sourire poli et artificiel revint instantanément. « Monsieur Costa dit qu'il comprend parfaitement votre position sur les ports de la côte Est, » lui dit Simon, dans un anglais parfait et sans accent. « Il est prêt à les céder à votre direction, à condition que nous finalisions le reste du calendrier opérationnel ce soir. » Les épaules de Vivien s'affaissèrent d'1 millimètre. La tension dans sa mâchoire se relâcha. C'était une manifestation microscopique de soulagement, mais Dean la vit. Elle le croyait. Elle croyait vraiment qu'elle était en train de gagner. Dean s'éloigna de la table, se retirant dans l'ombre près de la station de service. Son cœur se mit soudain à battre beaucoup trop vite. La lourde carafe d'argent semblait glissante dans sa main. « Ce ne sont pas tes affaires, » se dit-il. « Des riches qui se mangent entre eux. Ça n'a rien à voir avec toi. » Il posa la carafe sur le comptoir en métal de la station de service. La porte de la cuisine s'ouvrit violemment. Elle laissa échapper une bouffée de chaleur torride, l'odeur de la viande grillée et les cris chaotiques du chef cuisinier. Un commis de salle bouscula Dean avec un bac rempli de couverts qui s'entrechoquaient. Dean sortit son téléphone de sa poche. L'écran était fissuré. Un message de Madame Gable, la babysitter de Mia, s'affichait sur l'écran de verrouillage. La toux de Mia a repris. « Je lui ai donné son médicament. Tu seras à la maison pour 11 heures, c'est ça? » Il avait besoin de ce travail. Il avait besoin des pourboires de la table 7. S'il faisait une scène, s'il embarrassait un client important, il ne serait pas seulement renvoyé. Le directeur, un petit tyran nommé Harris, s'assurerait qu'il soit mis sur liste noire dans tous les grands restaurants de la ville. Il se retrouverait à retourner des hamburgers ou à transporter des cartons. Et l'assurance de Maya disparaîtrait du jour au lendemain. Il regarda de l'autre côté de la salle à manger. Vivian Hayes hochait lentement la tête, tapotant un stylo en argent contre son carnet en cuir. Elle calculait des marges. Elle planifiait l'avenir d'une entreprise pour laquelle elle s'était saignée. Et tout ça, sur la base d'une traduction entièrement et malicieusement fabriquée. Dean ferma les yeux. L'odeur d'eau de javel du seau à chiffon lui brûlait les narines. Il remit son téléphone dans sa poche. « Sers juste le vin, Dean. Sers juste le vin et rentre chez toi. » Les plats principaux arrivèrent. Un loup de mer en croûte de sel pour Vivien, une entrecôte bien persillée pour Valerio, et un modeste risotto au safran pour Simon. Dean se déplaçait mécaniquement, orchestrant le débarrassage des assiettes d'entrée et la remise en place des couverts. Le travail physique était automatique, laissant à son cerveau beaucoup trop de place pour traiter la conversation qui se déroulait à quelques centimètres de ses mains. La salle à manger s'était vidée. Il était plus de 10h30. Le faible murmure des derniers clients était couvert par la négociation intense et ciblée de la table 7. L'intégration de nos flottes est le prochain obstacle, dit Vivien, sa voix rauque de fatigue. Elle attrapa son verre d'eau, les yeux rivés sur Valerio. Je n'autoriserai pas un remplacement complet de mes chauffeurs nationaux. Mes gens connaissent les routes. Ils ont des retraites. Nous avons besoin d'une intégration progressive sur 36 mois. Elle regarda Simon. Assurez-vous qu'ils comprennent bien. 36 mois. Pas de licenciement immédiat. Simon s'essuya la bouche avec sa serviette en lin. Il s'éclaircit la gorge et se pencha vers Valerio. Simon dit en italien. L'idiote veut protéger ses chauffeurs. Je lui ai dit que ça prendrait 3 ans. Dès qu'elle signe, virez tout le monde. Utilisez la clause de restructuration du contrat. Valerio glausa. C'était un son humide et lourd qui retourna l'estomac de Dean. Valerio coupa un morceau de son entrecôte, le sang s'étalant sur l'assiette en céramique blanche. Valerio répondit en mâchant la bouche ouverte. Bien sûr que je le ferai. Cette entreprise est une carcasse boursouflée. Nous prendrons les camions, vendrons les entrepôts,
et jetterons le reste. Dean se tenait près de la cave à vin, une bouteille de Barolo à la main. Il était censé la décanter. Il tenait le tire-bouchon, la pointe métallique acérée s'enfonçant dans son pouce. Une carcasse boursouflée. Valerio prévoyait un dépeçage hostile de l'entreprise. Ce n'était pas une fusion, c'était un massacre. Et Simon, l'homme que Vivien payait pour être sa voix, était celui qui tendait le couteau à Valerio. Simon se retourna vers Vivien. Le faux sourire s'étira sur son visage, tendant la peau sur ses pommettes. « Monsieur Costa respecte profondément votre loyauté envers vos employés », traduisit Simon avec aisance. « Il accepte l'intégration progressive sur 36 mois. Il considère vos chauffeurs actuels comme un atout essentiel pour la nouvelle société et se réjouit de travailler avec eux. » Vivien expira. C'était une longue respiration tremblante qu'elle essaya rapidement de cacher en buvant une gorgée d'eau. Mais Dean la vit. Il vit comment son épaule s'affaissa, comment elle passa une main dans ses cheveux, les repoussant de son front. Elle avait l'air vulnérable. Pendant une fraction de seconde, l'armure se fissura. Elle n'était qu'une femme essayant de garder la tête hors de l'eau, essayant de protéger les gens qui dépendaient d'elle. Dean ressentit une soudaine et vive pointe de reconnaissance. C'était le même sentiment qu'il éprouvait à 2 heures du matin, assis à la table de la cuisine. Il fixait une pile de factures, faisant le calcul mental terrifiant pour décider quelle facture ne pas payer ce mois-ci. L'échelle était différente. Des millions de dollars contre des centaines. Mais le poids était exactement le même. La pression écrasante et suffocante d'être le seul à soutenir le toit. Si elle signe ce contrat, réalisa Dean, des milliers de personnes vont perdre leur emploi. Des camionneurs, des magasiniers, des gens comme moi. Il regarda Valerio. L'homme rayonnait pratiquement de cupidité, ses yeux se dardant sur le gros dossier en cuir posé près du coude de Simon. Les contrats. Dean déboucha le Barolo. Le bruit du bouchon résonna comme un coup de feu à ses propres oreilles. Il en versa une petite quantité dans un verre de dégustation et s'approcha de la table. « Pour votre approbation, monsieur, » dit Dean, en posant le verre près de Valerio. Valerio ne le regarda même pas. Il fit un geste dédaigneux de la main, fixant toujours Vivien. « Ça va, serre-le, c'est tout, garçon. » La mâchoire de Dean se crispa. Il versa le vin rouge foncé dans les grands verres ballons. L'arôme de cerises noires et de chêne s'éleva, se mêlant à l'odeur lourde du parfum de Valerio. « Alors, nous sommes d'accord sur les termes principaux, » dit Vivien en se penchant en avant. Elle plongea la main dans la poche de son blazer et en sortit un lourd stylo Montblanc en argent. Le grattement métallique du capuchon qu'on dévisse sembla résonner dans le coin tranquille du restaurant. « Je crois que oui, Madame Hayes, » dit Simon. Il attrapa le dossier en cuir, ses doigts tremblant légèrement d'une excitation à peine contenue. Il l'ouvrit, révélant des piles de papier denses et juridiquement contraignants. « Monsieur Costa a déjà signé sa partie. Si vous voulez bien signer ici et ici. » La clause de restructuration à la page 42 ne fait que formaliser le calendrier dont nous avons discuté. Dean recula. Ses mains étaient vides maintenant. Le plateau était parti. Le vin était servi. Il n'avait aucune excuse pour rester à la table. « Va-t'en, Dean. Retourne à la cuisine. Regarde ton téléphone. Maya a besoin de toi. Tu ne peux pas te permettre ça. » Il fit un pas en arrière. Son talon heurta la moquette épaisse et douce. Valerio observait Vivien avec l'immobilité prédatrice d'un serpent. Simon montrait la ligne pointillée, maintenant les pages à plat. Vivien positionna la pointe du stylo sur le papier. L'encre brillait sous la suspension ambrée au-dessus de la table. Elle hésita une fraction de seconde. Ses yeux parcouraient le jargon juridique dense, qu'elle ne pouvait pas lire assez vite pour vérifier. Elle faisait confiance à l'homme à côté d'elle. Elle n'avait aucune raison de ne pas le faire. Dean regarda la nuque de Vivien. Il vit le tendon tendu sous son col. Il vit l'épuisement. Il pensa à un camionneur quelque part dans l'Ohio. Peut-être un type avec un enfant asthmatique qui était sur le point de perdre son assurance maladie à cause d'une phrase mal traduite. Et puis merde. Excusez-moi. Les mots sortirent de la bouche de Dean avant que son cerveau ne puisse traiter les conséquences catastrophiques de ses paroles. Sa voix n'était pas forte, mais dans la bulle feutrée et intime de la table 7, elle frappa comme une enclume qu'on laisse tomber. Le grattement du stylo s'arrêta. 3 têtes se tournèrent pour le regarder. L'expression de Vivien était neutre, légèrement agacée par l'interruption. Valerio fronça les sourcils, ses sourcils épais se rejoignant en un froncement. Simon leva les yeux,
son sourire poli vacillant, une lueur d'irritation véritable traversant son regard. « Oui ?» demanda Vivien. Son ton était glacial. La PDG était de retour. L'armure était en place. Y a-t-il un problème avec l'addition? Dean resta figé pendant 2 secondes insoutenables. Sa gorge semblait tapissée de papier de verre. Le brouhaha du restaurant sembla s'évanouir complètement. Il pouvait entendre le bourdonnement de la climatisation. Il pouvait entendre son propre pouls marteler ses tympans. Il regarda Simon. Simon le foudroya du regard, secouant la tête d'un mouvement bref et sec. « Allez-vous-en, serveur. » Dean prit une inspiration. Il s'avança, réduisant la distance avec la table. Il ignora Valerio. Il ignora Simon. Il plongea son regard directement dans celui de Vivien. « Madame, ne signez pas ce contrat, » dit Dean. Sa voix était plus stable cette fois, portant une gravité rauque. « Pardon, qu'est-ce que vous venez de me dire ?» demanda-t-elle, sa voix baissant à un volume dangereusement bas. Simon intervint, sa chaise raclant le parquet alors qu'il se levait à moitié. « Mes excuses, Madame Hayes. Le personnel de service ici semble avoir perdu la tête. Je vais chercher le directeur immédiatement. »« Asseyez-vous, Simon, » lança Vivien, ses yeux ne quittant jamais Dean. Elle n'éleva pas la voix, mais l'ordre portait une autorité absolue. Simon retomba sur sa chaise comme si on avait coupé ses ficelles. Vivien étudia Dean. Elle observa son uniforme bon marché, ses yeux fatigués, la légère sueur nerveuse sur son front. « Vous avez exactement 5 secondes pour expliquer pourquoi vous interrompez mon dîner. Sinon, je vous fais expulser par la sécurité. » L'estomac de Dean fit un tour violent. Il s'ancra au sol. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. « Parce que votre traducteur vous ment, » dit Dean. Un silence de plomb s'abattit sur la table. Simon devint livide comme un vieux parchemin. « C'est scandaleux, » bafouilla-t-il, la voix brisée. « Madame Hayes, cet homme est clairement dérangé. C'est un serveur. » Valerio, sentant le changement d'atmosphère mais incapable de comprendre l'anglais rapide, frappa la table de sa main. Les couverts tremblèrent. « Qu'est-ce qui se passe, bordel ?» demanda-t-il en regardant Simon. Dean n'attendit pas que Simon édulcore la traduction. Il regarda directement le milliardaire milanais et parla dans un italien rapide, guttural et parfaitement accentué. Il a dit que vous prévoyez de dépecer son entreprise et de virer ses chauffeurs. Espèce de salaud. La bouche de Valerio s'ouvrit. La couleur quitta son visage, remplacée instantanément par une rougeur sombre et violente. Il dévisagea le serveur comme si un chien venait de se lever pour réciter du Shakespeare. Les yeux de Vivien s'écarquillèrent. Elle regarda l'expression choquée et coupable de Valerio, puis le visage pâle et en sueur de Simon. Et enfin, de nouveau Dean. Les pièces du puzzle s'assemblaient dans sa tête à la vitesse de l'éclair. « Traduisez ce que vous venez de lui dire », ordonna Vivien à Dean. « Madame Hayes, s'il vous plaît. »« Vous ne pouvez pas écouter le personnel », plaida Simon, tendant la main pour couvrir le contrat. Vivien abattit sa main sur celle de Simon, clouant ses doigts à la table. Ses yeux étaient mortels. « Si vous ouvrez encore la bouche, Simon, mon équipe juridique vous enterrera si profondément que vous ne reverrez pas la lumière du jour avant le siècle prochain. »« Parlez !» ordonna-t-elle en regardant Dean. Dean déglutit difficilement. « Quand vous avez demandé l'intégration sur 36 mois, il ne lui a pas dit ça. Il lui a dit que vous étiez une idiote essayant de protéger vos chauffeurs. Valerio lui a dit d'utiliser la clause de restructuration à la page 42 pour virer tout le monde à la seconde où vous signeriez. Il a qualifié votre entreprise de carcasse boursouflée. Il prévoit de vendre les entrepôts et de jeter le reste. » Vivien retira lentement sa main de celle de Simon. Elle baissa les yeux sur le dossier en cuir. Elle tendit la main, d'un mouvement lent et délibéré, et tourna à la page 42. Elle lut en silence pendant 10 secondes. 10 secondes qui parurent 1 heure. Dean vit sa mâchoire se contracter. Il vit les jointures de ses mains blanchir alors qu'elle serrait les bords du papier. Quand elle releva les yeux, l'épuisement avait disparu. La femme assise à la table était terrifiante. Elle se tourna vers Valerio. Valerio était déjà debout, boutonnant sa veste de costume avec des mouvements furieux et saccadés. Il se mit à crier en italien, gesticulant sauvagement vers Simon, blâmant le traducteur, feignant l'indignation. Vivien ne s'y a même pas. Elle prit son verre d'eau pétillante et, doucement, délibérément, en versa tout le contenu sur le contrat ouvert. L'eau s'étala sur le papier épais, bavant instantanément l'encre de la signature de Valerio en une tache bleue et illisible. « Ce dîner est terminé », dit doucement Vivien.
Espèce de folle, hurla Simon, abandonnant complètement sa façade de professionnel poli. Vous avez besoin de ce contrat. Vous êtes en faillite sans son capital. Je préférerais réduire l'entreprise en cendres moi-même plutôt que de la livrer à des charognards, répondit Vivien. Elle ramassa son carnet en cuir et son téléphone. Elle regarda Valerio, qui criait toujours. « Dites-lui, dit-elle en regardant Dean, que s'il met un jour les pieds dans l'un de mes centres logistiques, je le ferai arrêter pour violation de propriété. Et dites-lui de payer l'addition. » Dean regarda Valerio. Il transmit le message en italien, ajoutant une insulte sicilienne colorée et très locale à la fin, pour faire bonne mesure. Valerio attrapa son manteau, lança une série d'injures à Simon et sortit de la salle en trombe, manquant de renverser un commis. Simon se leva précipitamment de sa chaise, saisissant sa mallette ruinée. Il pointa un doigt tremblant vers Dean. « Tu es mort dans cette ville. Tu m'entends? Tu ne travailleras plus jamais dans la restauration. » Il se tourna et courut presque vers la sortie. Soudain, la table devint très silencieuse. Le contrat ruiné gisait dans une flaque d'eau. Les steaks coûteux refroidissaient. Dean se tenait là, l'adrénaline retombant, le laissant vide et étourdi. Ses jambes tremblaient. Il l'avait fait. Il avait arrêté le contrat. Et il venait de torpiller sa vie. Harris, le directeur du restaurant, traversait soudainement la salle à manger à grands pas, le visage violet de rage. Il avait clairement vu les cris, les clients importants s'enfuir, l'eau renversée. « Dean » siffla Harris, le saisissant par le bras avec une force brutale. « Qu'est-ce que tu as foutu? Tu es viré. Prends tes affaires et sors par la porte de derrière avant que j'appelle la police. » Dean ne se débattit pas. Il laissa Harris l'éloigner de la table. C'était fini. Il devait rentrer chez lui et trouver comment dire à Maya qu'ils allaient perdre leur appartement. Attendez. Le mot trancha l'air de la salle comme un coup de fouet. Harris s'arrêta, se retournant avec un sourire d'excuse écœurant de douceur. « Madame Hayes, je suis profondément désolé. Cet homme est instable. Il est renvoyé sur le champ. Lâchez son bras, dit Vivien. Elle était maintenant debout, enfilant son pardessus anthracite. Harris cligna des yeux, confus, mais sa prise se desserra. Dean retira son bras. Vivien contourna la table. Elle s'arrêta juste devant Dean. Elle regarda son badge, puis son visage. Son regard était intense, analytique, balayant ses yeux fatigués, son uniforme bon marché, la posture défensive de ses épaules. « Quel est votre nom ?» demanda-t-elle. « Dean Rousseau », dit-il doucement. « Eh bien, Dean Rousseau », dit Vivien, en sortant une élégante carte de visite en relief de sa poche et en la lui tendant. « Il semble que vous venez de me faire économiser 80 millions de dollars et 3000 retraites. Et il semble que vous venez de perdre votre emploi. » Dean regarda la carte. Il ne la prit pas. « Je ne l'ai pas fait pour vous, » dit-il sur la défensive, son cynisme transparaissant. « Je l'ai fait parce que votre traducteur était un serpent. Je sais ce qui arrive aux gars tout en bas quand les entreprises sont dépecées. » Un léger sourire sincère toucha les coins de la bouche de Vivien. C'était la première véritable expression qu'il voyait chez elle de toute la soirée. « Je préfère les employés qui sont honnêtes plutôt que polis, » dit Vivien. « J'ai besoin de quelqu'un qui sait lire une situation, qui comprend les négociations complexes et qui parle apparemment un italien courant et agressif. Appelez ce numéro demain à 9 heures du matin. Je vous engage. » Dean la regarda, abasourdi. « M'engager pourquoi ?» Vivien boutonna son manteau. « Pour m'assurer de ne plus jamais m'asseoir à une table avec des menteurs. » Elle se tourna et sortit du restaurant, le claquement sec de ses talons résonnant sur le parquet, laissant Dean debout au milieu de la salle, tenant une carte de visite vierge qui semblait plus lourde que le plateau qu'il avait porté toute la nuit. Le bus de nuit sentait la laine mouillée, les gaz d'échappement et la bière éventée. Dean était assis au dernier rang, regardant par la fenêtre. La vitre était froide contre son front, vibrant au rythme du lourd grondement du moteur. Son pied droit le lançait, une douleur sourde et implacable, irradiant de son talon jusqu'à son genou. Il glissa la main dans la poche de son manteau. Ses doigts effleurèrent deux choses. Le reçu froissé de 72 $ pour l'inhalateur de Maya, et le carton épais et gaufré de la carte de visite de Vivien Hayes. Le contraste lui donna la nausée. Un morceau de papier représentait sa noyade. L'autre, un radeau de sauvetage jeté d'un yacht de passage. Il ne faisait pas confiance au radeau.
Les milliardaires ne rendent pas service à des serveurs licenciés par pure bonté de cœur. Ils extraient de la valeur. Ils utilisent les gens jusqu'à ce qu'ils ne soient plus utiles. Il parcourut les 3 pâtés de maison entre l'arrêt de bus et son immeuble. Les lampadaires vacillaient, projetant de longues ombres meurtries sur le trottoir fissuré. À l'intérieur, le couloir sentait fort le chou bouilli et l'odeur âcre de pain du nettoyant pour sol bon marché. Il déverrouilla sa porte aussi silencieusement que possible. L'appartement était minuscule, à peine 40 mètres carrés de linoléum qui s'écaillait et de meubles de brocante dépareillés. Le seul bruit était le faible bourdonnement de l'humidificateur à vapeur chaude dans le coin du salon. Madame Gable, sa voisine âgée et babysitter de fortune, dormait dans le fauteuil, la tête appuyée sur un coussin à fleurs. Dean lui toucha légèrement l'épaule. Elle se réveilla en sursaut, clignant des yeux derrière d'épaisses lunettes. « Dean, tu es en retard », chuchota-t-elle en se frottant les yeux. « Je sais, je suis désolé. Une table est restée après la fermeture. » Il sortit son portefeuille, en tirant 3 billets de 20 $ froissés. « Tenez, merci d'être resté. » Madame Gable prit l'argent, son regard s'adoucissant en voyant son visage épuisé. Maya a eu une mauvaise passe vers 8 heures. La toux était profonde. Je lui ai donné le médicament, mais elle s'est débattue. Elle a dit que ça avait un goût de métal. « C'est le générique, » dit Dean, la voix tendue. « Je prendrai le bon la semaine prochaine. C'est promis. » Après que Madame Gable fut retournée dans son propre appartement, Dean entra dans la chambre. Maya n'était qu'une petite bosse sous une couette de super-héros délavée. Sa respiration était régulière maintenant, mais il pouvait entendre le faible sifflement résiduel dans sa poitrine. Il resta là dans le noir pendant un long moment, écoutant le rythme de ses poumons. Il alla à la cuisine, alluma la lumière fluorescente crue du plafond et posa la carte de Vivien sur la table en formica ébréché. Il s'assit sur la chaise en bois bancal, prit une inspiration et fixa les lettres dorées. « Qu'est-ce que je viens de faire, bordel ?» Il n'avait pas de travail. Il avait 50 $ sur son compte en banque. Le loyer était dû dans 12 jours. Il avait un diplôme d'études secondaires, un CV inégal et un talent pour apprendre les dialectes régionaux. Il n'avait pas de diplôme universitaire. Il n'avait aucune expérience en entreprise. Mais il avait un numéro de téléphone. Le lendemain matin, à 8h45, Dean se tenait devant le monolithe de verre et d'acier qui abritait Hayes Logistics dans le quartier des affaires. Ici, l'air ne sentait pas les ordures et les gaz d'échappement. Il sentait l'expresso cher et l'odeur d'ozone de l'air froid et climatisé qui s'échappait des portes tournantes. Il portait son unique costume. Il était bleu marine, acheté pour un enterrement 5 ans plus tôt, et le tissu était lustré au coude. Il se sentait comme un imposteur. Il se sentait comme une cible. L'ascenseur monta jusqu'au 42e étage à une vitesse vertigineuse. La réception était une étendue de marbre blanc et de mobilier minimaliste. « Dean Rousseau », dit-il à la réceptionniste, une jeune femme qui jeta un regard bref et clinique à ses chaussures éraflées. « Vivian Hayes m'a dit de venir. » Il s'attendait à être envoyé aux ressources humaines. Il s'attendait à un entretien de pure forme avant d'être reconduit à la porte. Au lieu de cela, une assistante de direction le conduisit directement dans un couloir silencieux, ouvrant de lourdes portes doubles sur un bureau d'angle qui surplombait l'étendue grise de la ville. Vivian Hayes n'était pas assise derrière son immense bureau en noyer. Elle se tenait près de la baie vitrée, une tasse en polystyrène de café de la salle de pause à la main. Elle avait l'air encore plus mal en point qu'au restaurant. Ses cheveux étaient tirés en un chignon sévère et désordonné. Les cernes sombres sous ses yeux contrastaient avec sa peau pâle. « Vous êtes en avance », dit-elle sans se retourner. « Je n'ai pas de travail où aller », répondit Dean, d'une voix neutre. Il n'allait pas jouer le paysan reconnaissant. Il ne pouvait pas se permettre cette dépense d'énergie. Vivienne se tourna. Elle se dirigea vers son bureau, prit un épais dossier et le jeta sur le bois poli. Il glissa et s'arrêta exactement au bord, près des mains de Dean. Le conseil d'administration panique, dit Vivien en buvant une gorgée de ce café infect. Valerio Costa a retiré son financement. L'action est en baisse ce matin. Simon, le traducteur, menace de me poursuivre pour agression à cause de l'eau. C'est un désastre. Désolé de l'apprendre, dit Dean. Il ne toucha pas le dossier. Pourquoi suis-je ici, Madame Hayes? Vivien posa la tasse. Elle s'appuya contre le bord du bureau, croisant les bras. J'ai passé les 4 dernières heures à fouiller votre passé.
Dean, vous avez passé 4 ans à Palerme à gérer une entreprise d'exportation d'huile d'olive en faillite pour la famille de votre ex-femme. Vous avez géré les conflits syndicaux, la logistique d'expédition et les fournisseurs locaux. Vous l'avez rendu rentable avant que le divorce ne vous force à rentrer aux États-Unis. La mâchoire de Dean se crispa. C'était une petite opération. Ce n'était pas une grande entreprise. C'était un bain de sang. Le corrigea Vivien. Vous avez traité avec des dockers siciliens et des syndicats locaux. Vous parlez 3 dialectes italiens, un espagnol passable, et selon vos références, qui ont été incroyablement difficiles à trouver, soit dit en passant. Vous avez une oreille inégalée pour déceler un mensonge. Elle montra le dossier. Ouvrez-le. Dean hésita, puis ouvrit la couverture. C'était un contrat de travail standard. Le montant du salaire imprimé sur la 2e page lui coupa le souffle. C'était plus d'argent qu'il n'en avait gagné au cours des 4 dernières années réunies. Titre: Directeur des négociations internationales, dit Vivien. Vous n'avez pas besoin d'un diplôme. Vous avez besoin exactement de ce que vous m'avez montré hier soir. Un refus absolu de se laisser intimider par un costume. Et la capacité d'entendre ce que les gens disent vraiment quand ils pensent que personne n'écoute. Dean fixa le chiffre. Les zéros se brouillèrent. Il pensa au reçu de 72 $. Il pensa à ses pieds lancinants. Il referma le dossier. Il leva les yeux, croisant son regard intense et prédateur. « J'ai besoin d'une assurance maladie, » dit Dean. Sa voix était remarquablement stable, bien que ses mains fussent froides. Pas dans 90 jours, pas après une période d'essai. J'en ai besoin active avant minuit ce soir. Complète, de premier ordre. Vivien haussa un sourcil. La plupart des gens négocieraient le salaire. Le salaire m'est égal. Ma fille souffre d'asthme chronique. Si je fais vos horaires, si je participe à vos réunions, je ne peux pas m'inquiéter de savoir si une visite à l'hôpital va me ruiner. L'assurance aujourd'hui, ou je m'en vais. C'était du bluff. Un bluff énorme et terrifiant. Si elle disait non, il n'avait rien. Vivien le fixa pendant un long moment silencieux. Le bourdonnement du trafic de la ville en contrebas semblait complètement assourdi. Puis elle plongea la main dans la poche de son blazer, sortit le stylo Montblanc en argent et l'ouvrit d'un clic. Elle se pencha sur le bureau, griffonna une ligne de texte sur le contrat et y apposa ses initiales. « Les ressources humaines traiteront la dérogation dans l'heure, » dit Vivien. « Votre couverture commence à midi. Ne me faites pas regretter ça, Dean. »« Vous ne le regretterez pas, » dit-il. Il prit le stylo. Le métal était lourd, encore chaud de sa main. Il signa son nom. 3 semaines plus tard, l'air de la salle de conférence sentait les marqueurs effaçables à sec et la sueur anxieuse. Dean était assis au fond de la salle, portant une veste anthracite sur mesure. Elle lui allait parfaitement, reposant légèrement sur ses épaules. Ses pieds étaient chaussés de Richelieu en cuir cher et confortable. Il n'était pas debout. Pour la première fois de sa vie d'adulte, il n'était pas debout pour gagner sa vie. À la tête de la longue table en acajou, Vivien écoutait la proposition d'une entreprise de logistique basée à Madrid. Les représentants de l'entreprise étaient élégants, fortement parfumés et souriaient largement. Ils parlaient rapidement en espagnol, tandis qu'un interprète traduisait pour Vivien. Dean observait les mains du représentant principal. Il observa le subtil serrement de la mâchoire de l'homme lorsque le sujet des surcharges de carburant fut abordé. Dean parlait assez bien espagnol pour suivre les grandes lignes, mais il écoutait le ton, il écoutait les silences. Le représentant fit un geste dédaigneux de la main, parlant à son collègue dans un espagnol rapide et chuchoté. Dean tapa 2 fois son stylo contre son bloc-notes. C'était le signal dont ils avaient convenu. Vivien s'interrompit au milieu de sa phrase. Elle jeta un coup d'œil à Dean. Dean secoua la tête de manière microscopique. Il articula un seul mot, maintenance. Le regard de Vivien s'aiguisa. Elle se retourna vers le représentant souriant. « J'ai besoin de voir une ventilation entièrement détaillée de votre annexe de maintenance prévisionnelle, » dit-elle, sa voix prenant ce ton froid et autoritaire. Avant de discuter de toute surcharge de carburant, le sourire du représentant se brisa. La couleur quitta son visage. Dean se pencha en arrière sur sa chaise. L'adrénaline le frappait encore dans ces moments-là, mais ce n'était plus la panique d'un animal piégé. C'était le frisson froid et concentré de la chasse. Il était le bouclier. Il était le radar. Il s'asseyait dans l'ombre des pièces les plus lumineuses et les plus chères du monde. Et il écoutait les riches se mentir les uns aux autres. Ce soir-là, le bureau était vide. Le soleil s'était couché.
peignant l'horizon de nuances violettes. Dean se tenait près de la machine à café de la salle de pause, attendant que le liquide noir coule. Vivien entra, retirant ses talons dès qu'elle franchit le seuil. Elle soupira, un son profond et rauque, et s'appuya contre le comptoir à côté de lui. Ils allaient cacher une majoration de 12% dans les contrats de maintenance, dit Vivien à voix basse, en regardant le café couler. Vous m'avez encore sauvé. Ils ont été négligents, dit Dean en lui tendant une tasse. Il vous regarde et voit une femme avec un chéquier. Il ne regarde pas le type dans le coin. Vivien prit la tasse, enroulant ses mains froides autour de la céramique. Est-ce que ça vous manque? Le restaurant? La simplicité? Dean eut un rire bref et dur. Rien n'est simple dans la pauvreté, Vivien. C'est le calcul le plus compliqué du monde. Pas une seule seconde ne me manque. Elle le regarda vraiment. L'épuisement dans ses yeux rencontra le cynisme persistant dans les siens. Ils étaient des espèces entièrement différentes, opérant sur des plans d'existence différents, mais ils partageaient une compréhension fondamentale de la gravité. Ils savaient ce que signifiait porter un poids. « Rentrez chez vous, Dean, dit-elle doucement. Vous avez bien gagné votre journée. » Dean quitta l'immeuble à 7 heures. Il prit un taxi, pas le bus, pour retourner dans son quartier. Avant de rentrer à l'appartement, il s'arrêta à la pharmacie du coin. La cloche au-dessus de la porte tinta joyeusement. Le magasin sentait les bandages stériles et le savon à la lavande bon marché. Il s'approcha du comptoir. « Je viens chercher une commande pour Maya Rousseau, » dit-il. La pharmacienne, une femme fatiguée qui le connaissait de nom, tapa sur son clavier. « D'accord, Dean. Ça fera 72 $ pour le générique. » Ou elle fronça les sourcils en regardant l'écran. « Attendez, votre assurance a été mise à jour. Il est indiqué 0 reste à charge pour l'inhalateur stéroïdien de marque. » Elle leva les yeux, confuse. « C'est bien ça ?» Dean posa ses mains sur le comptoir. Le formica était froid, lisse et solide sous ses paumes. Il ne sentait pas la douleur fantôme dans le bas de son dos. Il ne sentait pas la pression écrasante dans sa poitrine. « Oui, » dit Dean, un sourire lent et assuré se dessinant sur son visage, entièrement dépourvu de panique pour la première fois depuis des années. « C'est bien ça, donnez-moi le bon. Si vous aimez cette histoire intense d'un père célibataire qui renverse la cupidité des entreprises et assure un avenir à sa fille, ne la gardez pas pour vous. Mettez un pouce bleu. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire quel a été votre moment préféré. Et partagez cette vidéo avec tous ceux qui aiment les histoires d'outsiders poignantes et gratifiantes. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Vous ne manquerez ainsi aucune de nos prochaines histoires profondément humaines. À la prochaine.